La lumière dorée de ce mardi matin d'octobre filtrait à travers les immenses fenêtres à meneaux du bureau de la direction. C'était une lumière douce, presque indulgente, qui venait se poser sur le lourd bureau en chêne massif derrière lequel Élodie était assise. L'Académie des Cèdres n'était pas seulement une école, c'était un sanctuaire de prestige, un domaine où les familles les plus influentes du pays confiaient ce qu'elles avaient de plus précieux. Et au cœur de ce sanctuaire, Élodie régnait avec une grâce silencieuse et une autorité inébranlable. Elle ajusta délicatement le col de son chemisier en soie blanche, ses doigts frôlant la petite chaîne en argent qui reposait au creux de son cou. À 32 ans, elle dégageait une sérénité qui forçait le respect. Ceux qui la croisaient dans les couloirs immaculés de l'Académie voyaient une femme accomplie, forte et distante, toujours maîtresse de ses émotions. Ils ne savaient rien des tempêtes qui avaient autrefois ravagé son âme, ni des nuits passées à ramasser les morceaux d'un cœur brisé en 1000 éclats. L'Élodie d'aujourd'hui était une forteresse. Le passé était scellé, enfoui sous des années de travail acharné, de sacrifice et de dévouement à l'éducation. Parfois, la vie nous oblige à construire des murs si hauts que nous finissons par oublier ce qui se cache derrière. Nous croyons que le temps guérit toutes les blessures, mais en réalité, le temps ne fait que nous apprendre à vivre avec la cicatrice, à la dissimuler sous des couches de résilience et de dignité. Élodie avait appris cette leçon à la perfection. Un léger tapotement à la porte la tira de ses pensées. C'était Madame Dubois, sa fidèle assistante, une femme d'âge mûr au regard bienveillant. La voix de l'assistante était feutrée, respectueuse du silence presque religieux qui habitait la pièce. Les nouveaux donateurs étaient arrivés là. La famille, le maire. Un nom qui, sur le papier, ne disait rien de particulier à Élodie, si ce n'est qu'il représentait l'une des fortunes les plus fulgurantes de ces dernières années dans le secteur de l'immobilier de luxe. Un don très important était en jeu pour la nouvelle aile dédiée aux arts, ainsi que l'admission de leur jeune fils. Élodie hocha la tête, fermant le dossier posé devant elle avec un calme méthodique. Elle prit une profonde inspiration, lissant une imperfection invisible sur sa jupe crayon. Elle était prête. Elle l'était toujours. La lourde porte en chêne grinça doucement sur ses gonds. Le bruit des talons aiguilles résonna en premier sur le parquet ciré, tranchant avec l'atmosphère feutrée du bureau. Une femme fit son entrée. Chloé. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, son aura envahit la pièce. Un mélange écrasant de parfums hors de prix, d'arrogance mondaine et d'une certitude absolue que le monde entier devait s'incliner sur son passage. Elle portait un tailleur de créateur qui semblait conçu pour intimider plutôt que pour vêtir, et ses yeux balayèrent le bureau d'Élodie avec une moue qui trahissait un léger ennui. Derrière elle, à pas hésitants, un petit garçon de 6 ans apparut. Léo. Il avait les épaules voûtées, le regard baissé vers la pointe de ses chaussures vernies qui semblaient trop rigides pour lui. Ses petites mains serraient nerveusement la sangle de son cartable immaculé. Il dégageait une fragilité qui serra instantanément le cœur d'Élodie. Son instinct protecteur, celui-là même qui faisait d'elle une directrice si exceptionnelle, s'éveilla à la seconde où elle posa les yeux sur l'enfant. Il y avait dans son attitude une solitude silencieuse, le langage corporel d'un enfant qui a appris à se faire minuscule pour ne pas déranger. Puis, le dernier membre de la famille franchit le seuil. L'air sembla subitement quitter la pièce. Le temps, cette force implacable qui d'ordinaire avançait à son propre rythme, se figea brusquement. Élodie sentit son cœur rater un battement, puis s'emballer avec une violence inouïe, cognant contre ses côtes comme un oiseau affolé, cherchant à s'échapper de sa cage. Ses mains, posées à plat sur le bureau, se glacèrent en une fraction de seconde. Elle tenta de maintenir sa respiration régulière, mais par en dedans, tout son monde, ce monde si parfaitement ordonné qu'elle avait mis 5 ans à reconstruire, menaçait de s'effondrer.
C'était lui, Alexandre, l'homme qui lui avait promis l'éternité avant de la lui arracher sans un regard en arrière. L'homme qui avait jugé que l'amour sincère et la loyauté d'Élodie ne pesaient rien face à l'empire financier et au statut social que Chloé pouvait lui offrir. 5 années s'étaient écoulées. 5 années de silence absolu. Il avait changé, et pourtant, il était douloureusement le même. Ses traits s'étaient durcis, perdant cette innocence rêveuse qui la faisait autrefois sourire. Il portait un costume sur mesure d'une élégance irréprochable, chaque détail de son apparence criant la réussite et le pouvoir. Mais alors que son regard croisait celui d'Élodie, toute cette assurance s'évapora. Alexandre s'arrêta net. Ses épaules se figèrent, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, trahissant un choc si profond, si dévastateur, qu'il sembla perdre l'équilibre l'espace d'une seconde. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne franchit la barrière de sa gorge. Il s'attendait à rencontrer la directrice d'une institution prestigieuse, une femme d'âge mûr, sévère et lointaine. Jamais, dans ses cauchemars les plus sombres, ni dans ses rêves les plus enfouis, il n'aurait imaginé la trouver elle. Ici, assise derrière ce bureau, rayonnante d'une autorité et d'une dignité qu'il ne lui connaissait pas, ou qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Élodie sentit une brûlure familière derrière ses yeux, mais elle refusa catégoriquement de cligner des paupières. Elle ne lui accorderait pas cette victoire. Pas aujourd'hui, pas après tout ce qu'elle avait traversé. Elle rassembla chaque once de sa volonté, puisant dans cette force intérieure qu'elle avait forgée dans les larmes et la solitude. Elle se leva lentement, ses mouvements empreints d'une grâce mesurée, et esquissa un sourire purement professionnel, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La voix d'Élodie, lorsqu'elle résonna dans la pièce, était d'une limpidité troublante, sans la moindre trace de tremblement. Elle leur souhaita la bienvenue avec la politesse froide et polie qu'on réserve aux étrangers prestigieux, invitant la famille à prendre place sur les fauteuils de cuir disposés face à son bureau. Chloé s'installa la première, croisant les jambes avec un soupir théâtral, ajustant ostensiblement les diamants à son poignet. Elle n'avait rien remarqué. Enfermée dans sa propre importance, elle ignorait tout du drame silencieux qui venait de se jouer à quelques centimètres d'elle. Elle ignorait que l'air entre son mari et la directrice crépitait d'une tension électrique, chargée des fantômes d'une vie passée. Alexandre, lui, s'assit comme un automate. Ses mouvements étaient raides, malhabiles. Il ne parvenait pas à détacher son regard d'Élodie. Ses yeux la parcouraient, cherchant désespérément la jeune femme brisée et incertaine qu'il avait abandonnée un soir d'hiver, sous une pluie battante. Mais cette femme n'existait plus. À sa place se tenait une reine dans son propre royaume, intouchable, brillante. La culpabilité, lourde et asphyxiante, s'abattit sur ses épaules. Il déglutit difficilement, passant une main nerveuse sur sa cravate, qui semblait soudain l'étrangler. Il est fascinant d'observer à quel point l'univers a le sens de l'ironie. Parfois, la vie nous place exactement face à ce que nous avons fui, non pas pour nous punir, mais pour nous obliger à regarder la vérité en face. La vérité sur ce que nous avons perdu, et surtout, sur ce que nous sommes devenus. Le petit Léo resta debout, incertain de ce qu'il devait faire, jusqu'à ce qu'Élodie contourne le bureau. Elle s'accroupit doucement à sa hauteur, réduisant instantanément la distance formelle de la pièce. Son parfum, léger et réconfortant, flotta jusqu'à l'enfant. Elle lui adressa un sourire véritable, doux et chaleureux. Un sourire qui fit ressurgir une douleur aiguë dans la poitrine d'Alexandre. C'était ce même sourire qui l'accueillait autrefois, dans leur minuscule appartement, après de longues journées de travail épuisantes. Élodie s'adressa à l'enfant avec une douceur infinie, lui demandant son prénom sans brusquerie, respectant son espace. Léo la regarda avec de grands yeux surpris. Habitué à être ignoré ou traité comme un accessoire de représentation,
L'attention sincère de cet inconnu le déstabilisa, mais il finit par murmurer son nom d'une petite voix tremblante. Chloé intervint presque immédiatement, brisant l'instant avec une voix aiguë et impatiente, affirmant que l'enfant était simplement timide et qu'il n'avait pas beaucoup de temps à perdre avec des formalités enfantines, rappelant qu'ils avaient un agenda très chargé. Elle parla de son fils comme on parle d'un bagage un peu encombrant. Élodie se redressa lentement. Son regard croisa de nouveau celui d'Alexandre. Pendant une fraction de seconde, le masque du milliardaire à succès tomba. Élodie y vit une détresse silencieuse, une fatigue insondable. Le vernis de sa richesse craquait sous le poids d'une réalité amère. Il détourna les yeux le premier, incapable de soutenir le regard clair et perçant de la femme qui l'avait trahi. Élodie retourna s'asseoir derrière son bureau, reprenant sa posture de directrice. Elle entama l'entretien avec une maîtrise absolue du dossier, posant des questions pertinentes sur les attentes éducatives de la famille, sur l'évolution de l'enfant. À chaque fois qu'elle s'adressait à Alexandre, elle utilisait son nom de famille avec une politesse clinique qui frappait comme un coup de fouet. Lui peinait à formuler des phrases complètes. Ses réponses étaient hésitantes, son esprit de toute évidence ailleurs. Il regardait les mains d'Élodie, remarquant l'absence de bague, puis observait la façon dont elle dirigeait la conversation, maîtrisant Chloé avec une subtilité et une élégance diplomatique qui laissait son épouse sans voix. Chloé, habituée à écraser ses interlocuteurs sous le poids de son arrogance et de son compte en banque, se heurtait à un mur de velours. Élodie ne se laissait ni impressionner ni intimider. Elle répondait aux exigences délirantes de Chloé avec des rappels fermes et courtois sur les valeurs fondamentales de l'Académie, basées sur l'effort, le respect et l'empathie, des mots qui semblaient totalement étrangers au vocabulaire de l'épouse d'Alexandre. Pendant que Chloé se lançait dans un monologue sur l'importance d'isoler Léo des enfants moins favorisés, Élodie laissa son regard dériver vers le petit garçon. Il avait sorti un petit carnet de son cartable et dessinait frénétiquement, la tête baissée, s'enfermant dans sa propre bulle pour échapper aux éclats de voix de sa mère. Une question, douloureuse et lancinante, commença à germer dans l'esprit d'Élodie. Pourquoi? Alexandre avait tout sacrifié. Il avait piétiné leur amour, broyé le cœur d'Élodie pour atteindre ce sommet, pour épouser cette femme et posséder cette richesse incommensurable. Il avait obtenu exactement ce qu'il convoitait avec tant d'avidité. Alors, pourquoi semblait-il si misérable? Pourquoi l'homme assis devant elle ressemblait-il à une coquille vide, à un prisonnier derrière des barreaux d'or? Et surtout, pourquoi cet enfant, né au milieu d'une abondance matérielle infinie, portait-il dans ses yeux la même tristesse que les enfants les plus démunis émotionnellement qu'Élodie avait croisés dans sa carrière? Le rendez-vous touchait à sa fin. Élodie referma délicatement le dossier du petit Léo. Elle annonça d'une voix neutre que l'admission de l'enfant serait approuvée, non pas grâce aux dons promis par la famille, mais parce qu'elle estimait que l'Académie des Cèdres était l'environnement de stabilité dont Léo avait besoin. Elle le dit en regardant directement Alexandre dans les yeux, lui livrant un message silencieux qu'il comprit parfaitement. « Je fais cela pour l'enfant, pas pour toi. » Chloé se leva brusquement, ajustant son tailleur, satisfaite d'avoir obtenu ce qu'elle voulait, convaincue que son statut social avait encore une fois fait plier le monde à ses exigences. Elle se dirigea vers la porte sans accorder un dernier regard à la directrice, appelant son fils d'un ton sec pour qu'il la suive immédiatement. Alexandre s'attarda. Il se leva plus lentement, ses mains s'attardant sur le dossier du fauteuil en cuir. Il regarda Élodie. Le silence dans la pièce était lourd, chargé de mots non dits, de regrets empilés au fil des années et de questions sans réponse. Il ouvrit la bouche pour parler, pour murmurer son prénom, pour briser la glace, mais Élodie se leva à son tour, ramassant ses documents, et lui adressa un léger hochement de tête formel. Elle lui souhaita une bonne journée avec la même voix professionnelle et détachée qu'au début de l'entretien.
Alexandre sentit un nœud douloureux lui enserrer la gorge. Il comprit, à cet instant précis, que la femme qu'il avait autrefois tenue dans ses bras était devenue une forteresse infranchissable. Il hocha lentement la tête en retour, les traits tirés par une tristesse indicible, et se dirigea vers la sortie, le pas lourd. Alors que la porte se refermait derrière eux dans un léger claquement, Élodie resta debout, immobile, au milieu de son bureau. Le parfum lourd de Chloé flottait encore dans l'air, mélangé à une très légère, presque imperceptible odeur de bois de santal. L'eau de Cologne d'Alexandre, celle qu'elle lui avait offerte pour son 25e anniversaire. Elle ferma les yeux. Les murs qu'elle avait si soigneusement érigés autour de son cœur venaient de trembler violemment. Elle prit une longue et tremblante inspiration, sentant l'adrénaline redescendre brutalement, laissant place à un épuisement émotionnel vertigineux. La vie a des façons cruelles de nous tester. Elle ramène les ombres de notre passé à la lumière, juste pour voir si nous sommes enfin assez forts pour ne pas nous laisser engloutir. Élodie rouvrit les yeux, son regard se fixant sur la chaise vide où Alexandre s'était assis. La bataille ne faisait que commencer, mais elle s'était fait une promesse il y a 5 ans, en séchant ses dernières larmes sur le quai d'une gare froide et sombre. Plus personne n'aurait le pouvoir de la briser. Elle lissa de nouveau la soie de sa jupe, s'assit derrière son bureau et attrapa son stylo. Il y avait une école à diriger, et un petit garçon nommé Léo, au regard triste et apeuré, qui allait avoir besoin d'elle. Le passé est un visiteur indiscret qui ne respecte jamais les portes closes. Il s'infiltre par les fissures de notre mémoire, porté par une odeur familière, un éclat de voix, ou le silence pesant d'une pièce qui vient de se vider. Seule dans son bureau, Élodie regardait la pluie d'automne commencer à rayer les immenses vitres de l'académie. Le bruit régulier des gouttes contre le verre la ramena irrémédiablement 5 ans en arrière. Ses mains, pourtant si fermes quelques minutes plus tôt, tremblaient légèrement alors qu'elle s'autorisait, pour la première fois depuis des années, à rouvrir le coffre verrouillé de ses souvenirs. À l'époque, il n'y avait ni bureau en chêne massif, ni tailleur en soie. Il y avait un minuscule appartement sous les toits, mal isolé, où l'air glacial de l'hiver s'engouffrait sous la porte. Mais il y avait Alexandre. Leur soirée se passait sur un canapé usé, partageant un plat de pâtes bon marché, éclairé par la lumière bleutée d'un ordinateur portable. Alexandre travaillait jusqu'à l'épuisement pour lancer sa petite société de promotion immobilière. Élodie, de son côté, enchaînait les remplacements dans des écoles de banlieue pour payer leur loyer. Elle croyait en lui avec la ferveur aveugle que seul le véritable amour peut inspirer. Elle était son roc, son refuge, celle qui lui massait les épaules quand les banques rejetaient ses dossiers, celle qui lui murmurait que son talent finirait par éclater au grand jour. Et puis, le succès avait commencé à poindre, timide d'abord, puis fulgurant. Avec le succès était venue Chloé. Fille d'un magnate de l'immobilier, Chloé n'était pas seulement une investisseuse. Elle était la clé dorée qui pouvait ouvrir à Alexandre les portes du monde très fermé de la haute bourgeoisie. Élodie se souvenait avec une précision chirurgicale de la transformation de l'homme qu'elle aimait. Les dîners en amoureux annulés à la dernière minute. Les costumes de plus en plus chers. Ce regard, autrefois plein de tendresse, qui se teintait peu à peu d'impatience et d'une ambition dévorante. Il avait commencé à lui reprocher sa simplicité, son manque d'intérêt pour les mondanités, sa carrière d'enseignante qu'il jugeait soudainement sans envergure. Combien de fois acceptons-nous de nous faire tout petits pour laisser toute la place à la personne que nous aimons? Nous pensons que notre patience sera récompensée, que notre dévouement finira par être reconnu. Mais parfois, celui à qui nous donnons tout se sert de notre lumière uniquement pour éclairer son propre chemin, nous laissant dans l'obscurité la plus totale. La nuit de la rupture était gravée dans l'esprit d'Élodie, comme une brûlure au fer rouge. Il pleuvait à verse, exactement comme aujourd'hui.
Alexandre se tenait dans l'encadrement de la porte de leur petit appartement, une valise à la main. Il ne l'avait même pas regardé dans les yeux. Il avait prononcé des mots froids, calculés, des mots qui ressemblaient à un contrat d'affaires que l'on résilie. Il lui avait dit qu'il n'évoluait plus dans le même monde, qu'il avait besoin d'une partenaire capable de le hisser au sommet, pas d'une ancre qui le retiendrait en bas. Chloé lui offrait l'empire dont il avait toujours rêvé. Élodie n'avait pas crié. Elle ne l'avait pas supplié. Sa dignité avait été son seul bouclier. Elle avait ravalé ses larmes jusqu'à ce que la porte claque, emportant avec lui ses illusions, sa jeunesse et son cœur. Les mois qui avaient de suivi avaient été une lente et douloureuse reconstruction, brique par brique, dans un silence absolu. Un frisson la parcourut, la ramenant brusquement au présent. Elle se leva, lissa sa jupe et effaça de son visage toute trace de vulnérabilité. Le fantôme d'Alexandre devait retourner dans l'ombre. Elle avait une école à faire tourner. Les semaines qui suivirent de l'inscription de Léo confirmèrent les craintes initiales de la directrice. L'automne s'était installé, peignant les arbres de la cour de récréation en nuances de rouille et d'or. De la fenêtre de son bureau, Élodie observait souvent les élèves pendant la pause de midi. Et invariablement, ses yeux cherchaient une petite silhouette solitaire. Léo ne jouait pas avec les autres. Pendant que la cour résonnait de cris joyeux, de courses effrénées et de rires insouciants, le petit garçon restait assis sur un banc de pierre, près du grand cèdre centenaire qui donnait son nom à l'école. Il gardait la tête baissée, un carnet à dessin ouvert sur les genoux, traçant des lignes sombres avec une concentration qui semblait être son seul rempart contre le monde extérieur. Ses vêtements, toujours d'une élégance immaculée, témoignaient de la richesse de sa famille, mais son langage corporel criait une pauvreté émotionnelle déchirante. Il était un enfant de verre, transparent aux yeux de ses parents, enfermé dans une cage dorée où l'affection était remplacée par l'apparence. Un mardi après-midi, alors que le vent froid poussait les derniers élèves à rentrer dans les salles de classe, Élodie décida de descendre dans la cour. Elle s'approcha lentement du banc, ses pas étouffés par les feuilles mortes. Elle ne voulait pas l'effrayer. Elle s'assit à bonne distance de lui, respectant son espace vital. Elle croisa les mains sur ses genoux et regarda droit devant elle, observant le même paysage que l'enfant. Le silence s'étira. Un silence confortable, dépourvu d'attente. Léo cessa de dessiner. Du coin de l'œil, il observait cette dame majestueuse qui ne le forçait pas à parler, qui ne le grondait pas pour son isolement, contrairement à sa mère qui lui reprochait sans cesse de ne pas savoir se faire des relations utiles. Élodie tourna doucement la tête vers lui, un sourire doux flottant sur ses lèvres. Elle parla d'une voix basse et apaisante, commentant simplement la beauté des couleurs de l'automne, lui demandant s'il aimait dessiner les arbres. Léo hésita, ses petites mains serrant convulsivement son crayon noir. Puis, avec une lenteur extrême, il fit pivoter son carnet vers elle. Élodie sentit son cœur se serrer. Le dessin n'était pas un arbre, c'était une grande maison, immense, tracée avec des traits durs et saccadés. La maison n'avait pas de fenêtre, et la porte était barrée d'une lourde croix noire. À côté de la maison, une toute petite silhouette gribouillée flottait dans le vide, sans bras pour s'accrocher, sans sol sous ses pieds. La gorge de la directrice se noua. Les enfants n'ont souvent pas les mots pour exprimer leur détresse, alors ils la vomissent sur le papier. Cette petite silhouette sans attache, c'était lui. Perdu dans un manoir froid et vide d'amour. Elle ne lui fit pas de grandes leçons de psychologie. Elle ne lui posa pas de questions intrusives. Elle se pencha légèrement, son épaule frôlant presque la sienne, et loua son coup de crayon. Elle lui suggéra, avec une tendresse infinie, de dessiner peut-être un petit oiseau à côté de la silhouette, ou un soleil, juste pour lui tenir compagnie. Elle lui murmura que, parfois, même quand on se sent très seul, il suffit de regarder autour de soi
pour trouver quelqu'un prêt à tenir notre main. Léo leva les yeux vers elle. Ses pupilles, de la même couleur intense que celle de son père, étaient noyées dans une vulnérabilité qui fit craquer les dernières défenses professionnelles d'Élodie. Il ne dit rien, mais il baissa de nouveau la tête et, choisissant un crayon jaune dans sa trousse, commença à dessiner un petit soleil timide dans le coin de sa page. Élodie resta à ses côtés jusqu'à la fin de la récréation, lui offrant ce que l'argent de Chloé et d'Alexandre ne pourrait jamais acheter. Une présence véritable, une écoute silencieuse, un sanctuaire émotionnel. Ce qu'Élodie ignorait, c'est que de l'autre côté des grandes grilles en fer forgé de l'école, une berline noire aux vitres teintées était stationnée depuis près de 20 minutes. À l'intérieur, Alexandre observait la scène, le souffle court, le cœur broyé par un étau de culpabilité et de regret. Depuis leur rencontre dans le bureau, sa vie, qui lui semblait déjà vide, était devenue insupportable. Le château de cartes de sa réussite s'effondrait chaque fois qu'il fermait les yeux et revoyait le regard glacial d'Élodie. Il avait commencé à annuler ses réunions de fin d'après-midi, trouvant des prétextes futiles pour venir chercher son fils à l'école, une tâche habituellement déléguée à la nounou. À travers la grille, il vit la femme qu'il avait brisée se pencher avec une douceur angélique vers l'enfant qu'il avait eu avec une autre. Il vit la façon dont les épaules de Léo, d'ordinaire si tendues, se relâchaient au contact de la directrice. Il vit le sourire d'Élodie, ce même sourire qui illuminait autrefois ses pires journées, offert à un petit garçon assoiffé d'affection. Une vérité brutale et terrifiante frappa Alexandre avec la force d'un coup de poing à l'estomac. La réussite n'est qu'une illusion si elle ne repose pas sur la paix du cœur. Il avait bâti un empire de béton et de verre, mais il avait détruit la seule chose qui avait une véritable valeur. Il avait laissé échapper une femme d'une profondeur d'âme inouïe pour épouser une façade brillante mais vide. Chloé n'avait jamais regardé Léo avec la moitié de la tendresse qu'Élodie venait de lui témoigner en quelques minutes. Les larmes, chaudes et amères, brouillèrent la vue du milliardaire. Il agrippa le volant de sa voiture à s'en blanchir les jointures, étouffant un sanglot misérable. Il était l'homme le plus riche de son entourage, et pourtant, en regardant cette scène dans la cour d'école, il se sentait comme le mendiant le plus absolu de la terre. La sonnerie retentit, marquant la fin de la journée. Les parents commençaient à s'agglutiner devant l'entrée principale. Alexandre sortit de son véhicule, lissant machinalement le devant de son manteau hors de prix, ajustant le masque de l'homme d'affaires impénétrable. Mais le masque était désormais fissuré de toutes parts. Il attendit près du grand portail. Les enfants sortaient en file indienne. Léo apparut, accompagné par son institutrice. Quand il vit son père, il ne courut pas vers lui. Il avança d'un pas hésitant, presque surpris de le voir là pour la 3e fois de la semaine. C'est à ce moment-là qu'Élodie sortit du bâtiment principal, des dossiers sous le bras, vérifiant que le départ des élèves se déroulait dans le calme. Ses yeux balayèrent de la foule et s'arrêtèrent inévitablement sur lui. La distance entre eux n'était que de quelques mètres, mais elle semblait être un gouffre océanique. Alexandre fit avancer Léo vers la voiture. Puis, poussé par une force qui échappait à son contrôle, il demanda à son fils de l'attendre une seconde. Il marcha vers Élodie. Chaque pas lui semblait peser une tonne. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Élodie le vit approcher. Ses muscles se raidirent instantanément. Elle serra ses dossiers contre sa poitrine comme une armure de papier dérisoire. Elle s'obligea à lever le menton, fixant un point imaginaire juste au-dessus de l'épaule d'Alexandre, refusant de se noyer dans ses yeux bruns qui connaissaient autrefois les moindres recoins de son âme. Il s'arrêta à une distance respectueuse. La brise fraîche souleva une mèche des cheveux châtains d'Élodie, et Alexandre dut enfoncer ses mains dans ses poches pour résister à l'envie viscérale de la replacer derrière son oreille, comme il le faisait autrefois. La voix d'Alexandre,
quand il parvint enfin à parler, était rauque, brisé par l'émotion qu'il tentait désespérément de contenir. Il ne s'adressa pas à la directrice, il s'adressa à la femme. Il murmura son prénom. Juste son prénom. Élodie. 2 syllabes, chargées d'un millier de regrets, prononcées avec une vulnérabilité qui tranchait radicalement avec le costume luxueux qu'il portait. Élodie sentit ses défenses vaciller. Entendre son prénom, prononcé de cette façon, avec cette intonation précise qu'elle croyait avoir effacée de sa mémoire, fit remonter une vague de douleur si pure qu'elle en eut le souffle coupé. Mais elle ne flancha pas. Elle durcit son regard, le plongeant enfin dans le sien. D'une voix glaciale, d'une politesse meurtrière, elle lui rappela que pendant les heures de travail et dans l'enceinte de cet établissement, elle était Madame la directrice, et qu'elle le priait de s'en souvenir. Alexandre encaissa le coup sans broncher. Il le méritait. Il méritait bien pire. Il baissa légèrement la tête, acceptant la réprimande. Il déglutit, cherchant ses mots, cherchant un pont au-dessus du ravin qu'il avait lui-même creusé. Il osa alors aborder le sujet qui les liait malgré eux. Il la remercia. D'une voix presque inaudible, il la remercia pour Léo. Il avoua, avec une honnêteté brutale qui le surprit lui-même, qu'il l'avait vu avec lui dans la cour. Il admit que son fils n'allait pas bien, qu'il le savait, et qu'il la remerciait d'avoir fait preuve d'une gentillesse dont lui et sa femme semblaient incapables. Le mot « femme » résonna dans l'air froid de fin de journée. Il frappa Élodie comme une gifle physique. L'évocation de Chloé raviva instantanément l'humiliation et la trahison. L'empathie d'Élodie était immense pour l'enfant, mais sa tolérance pour l'homme qui se tenait devant elle était nulle. Elle se redressa de toute sa hauteur, ses yeux brillants d'une froideur implacable. Elle lui répondit que son travail consistait à veiller au bien-être des enfants qui lui étaient à confier, en particulier ceux qui portaient le fardeau des choix désastreux de leurs parents. Elle ajouta, chaque mot pesé comme un couperet, que l'attention qu'elle portait à Léo n'avait absolument rien à voir avec lui, et qu'il ne devait pas confondre son devoir de pédagogue avec une quelconque forme de pardon ou d'absolution de sa part. Alexandre accusa la douleur de ses paroles. Il ferma les yeux une fraction de seconde. Il n'y avait pas de réplique possible. Elle avait raison sur toute la ligne. Il tenta de murmurer de nouvelles excuses, balbutiant qu'il savait qu'il avait tout détruit, qu'il ne s'attendait à rien, qu'il voulait juste. Élodie ne le laissa pas terminer. Elle le coupa net, lui rappelant d'un ton professionnel et détaché que son fils l'attendait et que la journée d'école était terminée. Elle pivota sur ses talons, sans lui accorder un regard de plus, tournant le dos à l'homme le plus puissant de la ville, le laissant seul, figé dans la cour qui se vidait. Alexandre la regarda s'éloigner, sa silhouette droite et digne disparaissant derrière les lourdes portes en bois du bâtiment principal. Il se sentit plus vide et plus misérable qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Il avait grimpé tout en haut de la montagne, écrasant tout sur son passage, pour finalement réaliser que le paysage au sommet n'était fait que de cendres. Il retourna à sa voiture, le pas lourd, l'esprit tourmenté par une question obsédante. Comment vivre avec le poids d'une erreur irrémédiable? La route vers sa luxueuse propriété se fit dans un silence de plomb. Léo, assis à l'arrière, s'était endormi contre la vitre, son petit visage pâle éclairé par les lumières de la ville. En le regardant dans le rétroviseur, Alexandre prit une décision silencieuse. Il ne pouvait pas effacer le passé. Il ne pouvait pas obliger Élodie à oublier ses cicatrices. Mais il pouvait, et il devait, sauver son fils. Il devait empêcher Léo de devenir le reflet de sa propre lâcheté. Ce soir-là, en rentrant dans le hall de marbre froid de sa maison, où Chloé l'accueillit avec une énième plainte concernant la domesticité, la guerre silencieuse d'Alexandre venait de commencer. Et au centre de ce champ de bataille émotionnel, sans le vouloir, se tenait la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée,
devenu l'ange gardien de son fils. Le mois de novembre apporta avec lui un froid cinglant et l'événement le plus redouté, mais le plus crucial de l'année pour l'Académie des Cèdres, le grand gala de charité d'automne. C'était une soirée où les chèques se signaient avec la même facilité que les coupes de champagne se vidaient. Sous les hauts plafonds voûtés du grand hall de l'école, transformé pour l'occasion en une salle de réception somptueuse, le tout Paris des affaires, de la politique et des grandes fortunes se pressait. Les lustres de cristal jetaient une lumière scintillante sur les robes de haute couture et les costumes sur mesure. Élodie détestait secrètement ces mondanités. Elle préférait le murmure des pages tournées dans la bibliothèque ou le rire clair des enfants dans la cour. Mais elle savait que la survie des bourses d'études de son établissement dépendait de sa capacité à naviguer dans cet océan de vanité. Elle portait une robe de soirée bleu nuit, d'une simplicité absolue, sans dentelle ni fioriture, qui soulignait son port de reine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon strict, dégageant sa nuque gracieuse. Elle était l'image même de la dignité, un phare de calme au milieu de l'agitation mondaine. Elle glissait d'un groupe à l'autre, distribuant des sourires mesurés, remerciant les donateurs, tout en gardant un œil vigilant sur l'organisation. C'est alors que l'air sembla se raréfier autour d'elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'ils étaient arrivés. Alexandre fit son entrée, une main posée machinalement dans le creux du dos de Chloé. Si Alexandre dégageait une élégance sombre et résignée, Chloé, elle, était une explosion d'ostentation. Sa robe rouge écarlate attirait tous les regards. Ses parures de diamants reflétaient la lumière de manière presque agressive. Elle marchait non pas pour participer à la soirée, mais pour la conquérir, et, traînant les pieds un demi-pas derrière eux, englouti dans un costume 3 pièces beaucoup trop rigide pour un enfant de 6 ans, se trouvait le petit Léo. L'enfant avait le regard fuyant, terrifié par le brouhaha, la musique classique jouée par le quatuor à cordes, et la mer d'adultes immenses qui l'entouraient. Il cherchait instinctivement la main de sa mère, mais celle-ci tenait fermement une coupe de champagne et l'autre était occupée à saluer un ministre. Il est bouleversant de constater à quel point la solitude peut être absolue, même au milieu d'une foule en délire. La pire des solitudes n'est pas d'être physiquement seul, mais d'être entouré de personnes qui ne vous voient pas. Léo était invisible aux yeux de la femme qui lui avait donné la vie, réduit à l'état de simple faire-valoir pour parfaire le tableau de la famille idéale. Élodie sentit son estomac se nouer, mais elle força son regard à se détourner. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre faiblesse ce soir. La soirée s'étira. Les conversations futiles s'enchaînaient. Puis, le drame, inévitable, se produisit. Le service du dîner allait commencer. Les invités se dirigeaient vers les tables majestueusement dressées. Léo, épuisé, les yeux rougis par le manque de sommeil et l'anxiété, trébucha sur le tapis persan qui recouvrait le centre du hall. Dans sa chute, il tenta de se rattraper et heurta un serveur qui portait un plateau de flûte rempli de jus de fruits rouges. Le choc fut léger, mais suffisant pour qu'un des verres bascule, éclaboussant le bord de la robe écarlate de Chloé. Le silence qui s'abattit sur cette partie de la salle fut assourdissant. La musique sembla s'éteindre. Chloé poussa un cri d'orfraie, aigu et perçant. Elle regarda la tache sombre sur la soie hors de prix, puis baissa les yeux vers son fils, qui était tombé à genoux, pétrifié de terreur. Le regard de la mère ne contenait aucune once d'inquiétude pour l'enfant. Il n'y avait que de la fureur pure, l'indignation d'une reine dont on vient de salir le manteau royal. D'une voix sifflante, mais suffisamment forte pour que les dizaines d'invités prestigieux autour d'eux l'entendent, elle laissa éclater sa colère. Elle lui reprocha sa maladresse chronique, son incapacité à se tenir correctement en société, le qualifiant d'embarras public. Elle le fusillait du regard, utilisant des mots qui, bien que dépourvus de violence physique,
frappait l'âme de l'enfant avec la force d'un marteau. Léo ne pleurait pas. C'était le plus tragique. Il gardait les yeux écarquillés, le souffle coupé, acceptant l'humiliation publique comme s'il en avait l'habitude. Alexandre, figé à 1 mètre de là, semblait paralysé. Son visage s'était vidé de son sang, ses poings étaient serrés le long de son corps, mais il ne bougeait pas. Le poids des conventions sociales, la peur du scandale public, ou peut-être la simple lâcheté qui s'était installée en lui au fil des années, le clouait sur place. C'est alors qu'une silhouette bleu nuit fendit la foule avec la détermination d'une flèche. Élodie ne marcha pas. Elle glissa jusqu'au centre du cercle de spectateurs muets. Elle ignora totalement Chloé, ignora Alexandre, ignora les regards ébahis des milliardaires et des politiciens. Elle s'agenouilla directement sur le sol de marbre, ne se souciant pas froisser sa propre robe. Elle sortit un mouchoir immaculé de sa pochette et, avec une douceur qui contrastait violemment avec la scène précédente, elle essuya délicatement les genoux du petit garçon. Elle plongea son regard dans les yeux terrifiés de Léo. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était d'une douceur infinie, mais portait en elle une autorité absolue. Elle lui murmura que ce n'était rien du tout, juste un accident sans importance, et que les tapis de l'école avaient vu bien pire. Elle posa une main rassurante sur sa petite épaule tremblante, lui redonnant instantanément une ancre, une existence, puis, toujours agenouillée, protégeant l'enfant de son corps, Élodie releva lentement la tête vers Chloé. L'affrontement fut silencieux, mais d'une violence inouïe. Le regard d'Élodie, d'ordinaire si calme, brûlait d'une indignation glaciale. Elle ne prononça pas un mot de reproche, mais ses yeux criaient ce que la bienséance l'empêchait de dire. Comment osez-vous détruire cet enfant devant le monde entier pour un vulgaire morceau de tissu? Avec un calme olympien, Élodie se redressa, tenant Léo par la main. Elle s'adressa enfin à l'assemblée avec un sourire poli, déclarant que le dîner était servi et invitant tout le monde à prendre place, balayant l'incident d'un revers de main majestueux. La tension retomba. Les invités détournèrent les yeux, un peu honteux d'avoir assisté à la scène, et la foule se dispersa. Chloé, rouge de colère, le souffle court, tenta de reprendre contenance. Elle avait été remise à sa place, non pas par des cris, mais par la grâce et la supériorité morale écrasante de la directrice. Elle arracha presque la main de Léo de celle d'Élodie et s'éloigna d'un pas rageur vers leur table. Alexandre était resté en retrait. Il avait tout vu. Il avait vu la femme qu'il avait épousée se comporter comme un monstre d'égoïsme, et il avait vu la femme qu'il avait trahie agir comme une mère, comme un bouclier de lumière. Le dégoût de lui-même qu'il ressentait à cet instant était si profond qu'il eut l'impression que le sol allait se dérober sous ses pieds. 1 heure plus tard, le dîner battait son plein. Élodie, suffoquant sous le poids des émotions réprimées, s'éclipsa discrètement. Elle chercha refuge dans la vieille bibliothèque de l'Académie, au bout de l'aile ouest. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par la lumière de la lune qui filtrait à travers les hauts vitrages et par une petite lampe de bureau. L'odeur familière du papier ancien, de la cire et du bois verni l'enveloppa comme une couverture réconfortante. Elle s'appuya contre les rayonnages, fermant les yeux, s'autorisant enfin à prendre une longue inspiration tremblante. Le bruit d'une porte qui s'ouvre, puis se referme doucement, la fit sursauter. Une silhouette masculine se tenait dans l'encadrement. Alexandre. Il avait desserré son nœud papillon. Ses cheveux, d'ordinaire impeccablement coiffés, étaient légèrement en bataille, comme s'il avait passé la main dedans à plusieurs reprises. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le début de la soirée. Il avança lentement dans la pénombre, s'arrêtant à quelques pas d'elle. L'air entre eux se chargea instantanément d'une électricité étouffante. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des mots.
Celui qui s'installa dans la bibliothèque était chargé des fantômes de leur passé, des promesses brisées et de la douleur crue de la scène qui venait de se jouer. Lorsqu'il prit la parole, sa voix n'était qu'un murmure rocailleux, brisé par l'épuisement émotionnel. Il murmura qu'il ne savait plus comment respirer. Il avoua, le regard baissé vers le parquet, que chaque jour était une mascarade, que cette vie qu'il avait tant voulue, cette fortune, ce statut, n'étaient qu'une prison dorée dont il était le captif volontaire. Il leva enfin les yeux vers elle, et Élodie y vit une détresse si vaste qu'elle en eut le vertige. Il confessa que Chloé ne l'avait jamais aimé, qu'il n'était qu'une fusion d'entreprises, un contrat social. Mais le pire, ajouta-t-il la voix étranglée par les larmes qu'il refusait de verser, c'était de voir ce qu'elle faisait à Léo, de voir qu'il laissait faire, de réaliser que l'homme qu'il était devenu le dégoûtait profondément. Il fit un pas de plus vers elle, les mains légèrement tendues, comme un naufragé cherchant une bouée dans la tempête. Il prononça son prénom, Élodie, comme une prière, comme si elle seule détenait le pouvoir de le laver de ses péchés, de le ramener à la vie. Il est si facile, lorsqu'on voit la personne qu'on a aimée souffrir, de vouloir panser ses plaies. L'instinct de l'amour véritable est de sauver l'autre. Pendant une fraction de seconde, le cœur d'Élodie vacilla. Elle se souvint du jeune homme plein d'idéaux qui partageait ses nuits d'hiver. Mais elle se rappela aussi la pluie glaçante, le bruit de la valise sur le palier et les années de thérapie silencieuse pour recoller les morceaux de son estime de soi. Elle recula d'un pas, son dos heurtant doucement les étagères de livres. Elle leva la main, la paume ouverte, lui intimant l'ordre silencieux de ne pas s'approcher davantage. Sa posture était rigide, son visage fermé. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui l'attendait sagement. D'une voix d'une clarté redoutable, mais sans crier, elle brisa l'illusion de ses excuses. Elle lui dit qu'elle entendait sa souffrance, mais qu'elle refusait d'en porter le poids. Elle lui rappela, avec une précision chirurgicale qui fit tressaillir Alexandre, qu'il avait fait un choix en toute conscience il y a 5 ans. Il avait choisi de sacrifier leur histoire sur l'autel de son ambition. Il avait choisi cette femme. Il avait choisi ce monde superficiel parce qu'il croyait que l'argent et le pouvoir combleraient les vides de son âme. Chaque mot qu'elle prononçait était une vérité implacable. Elle le fixa droit dans les yeux, refusant de détourner le regard face à sa vulnérabilité. Elle lui expliqua qu'elle n'était plus son refuge, qu'il n'avait pas le droit de venir pleurer sur les ruines de la vie qu'il avait lui-même bombardée, en espérant qu'elle reconstruirait les murs pour lui. Son ton s'adoucit à peine lorsqu'elle évoqua Léo. Elle lui intima l'ordre de se comporter en père, de trouver le courage qu'il n'avait pas eu avec elle pour protéger son fils. Mais pour lui, pour l'homme qu'il était, elle n'avait plus rien à offrir. Ni absolution, ni réconfort. La facture de ses choix lui appartenait, et il devait la payer seul. Alexandre accusa le coup, comme si on venait de lui arracher le cœur de la poitrine. Il recula d'un pas, le souffle court. La vérité de cette femme, sa droiture, sa dignité inébranlable le renvoyaient à sa propre misère morale, avec une violence inouïe. Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard d'Élodie plus longtemps. Il murmura une excuse inaudible, tourna les talons et quitta la bibliothèque, s'enfonçant dans les couloirs obscurs de l'école. Élodie resta seule, tremblante de la tête aux pieds. Les larmes qu'elle avait retenues brûlaient ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle avait survécu à l'effondrement de son monde une fois. Elle ne laisserait pas cet homme détruire la paix qu'elle avait si durement acquise. Ce qu'aucun d'eux n'avait remarqué, c'est que l'ombre de la porte entr'ouverte avait bougé. Chloé, piquée par l'absence prolongée de son mari et remarquant la disparition de la directrice, les avait cherchés. Elle n'avait pas entendu les détails de la conversation, mais elle avait vu. Elle avait vu l'intimité suffocante de la scène. Elle avait vu la vulnérabilité de l'homme puissant qu'elle avait épousé devant cette simple employée d'école.
Et surtout, elle avait vu la façon dont Alexandre regardait Élodie, avec un désespoir et une faim qu'il n'avait jamais eus pour elle. Le feu de la jalousie, mêlé à une blessure narcissique profonde, s'enflamma dans le cœur de Chloé. Son statut, la seule chose qui lui importait, était menacé. Le lendemain matin, le ciel de novembre était lourd et gris. Élodie était à son bureau, triant des dossiers avec une efficacité machinale pour chasser les souvenirs de la veille, lorsque la porte de son bureau s'ouvrit à la volée, sans même un coup pour annoncer l'entrée. Chloé s'avança dans la pièce, semblable à une tempête d'hiver. Elle ne portait plus la tenue mondaine de la veille, mais un tailleur sombre et tranchant. Son visage, parfaitement maquillé, était un masque de haine froide. Elle ne s'assit pas. Elle claqua ses mains gantées de cuir sur le bureau d'Élodie, se penchant vers elle avec un rictus menaçant. Sans aucun préambule, elle lança son attaque. D'une voix sifflante, gorgée de venin, elle accusa la directrice de manigancer dans l'ombre, de chercher à séduire son mari et de manipuler son fils pour s'immiscer dans leur famille. Chloé, forte de son complexe de supériorité, ne voyait le monde qu'à travers le prisme de l'opportunisme et de l'argent. Elle était convaincue qu'Élodie n'était qu'une intrigante cherchant à mettre le grappin sur un milliardaire. Elle haussa le ton, les yeux rétrécis par la fureur, et abattit sa carte maîtresse. Elle rappela à Élodie que le nom de sa famille soutenait la moitié du conseil d'administration de l'Académie. Elle la menaça de retirer son fils de l'école le jour même, d'annuler tous les dons promis, et d'utiliser l'influence de son père pour lancer une campagne de diffamation qui détruirait la carrière de la directrice, l'accusant de comportements inappropriés envers les familles des élèves. Elle lui laissa un ultimatum: reculer, ignorer Léo, refuser de parler à Alexandre, ou voir l'œuvre de sa vie réduite en cendres. Élodie l'écouta, sans ciller. La pression dans la pièce était écrasante. Mais au lieu de la peur, c'est une immense vague de pitié qui envahit la directrice. Pitié pour cette femme dont l'âme était si vide qu'elle devait recourir à la menace financière pour exister. Pitié pour l'enfant qui devait grandir dans l'ombre de ce monstre d'arrogance. Élodie se leva de son fauteuil, lente et majestueuse. Elle dominait Chloé par sa taille, mais surtout par sa prestance. Elle ne se laissa pas intimider par les milliards ou les relations politiques. Elle ancra son regard dans celui de l'héritière, y projetant une détermination glaciale. Elle lui répondit d'une voix parfaitement posée, d'un calme qui contrasta violemment avec l'hystérie de son interlocutrice. Elle lui annonça qu'elle était libre de retirer son argent, car l'intégrité de l'école ne s'achetait pas. Mais elle ajouta, avec une fermeté qui fit reculer Chloé d'un demi-pas, qu'elle ne tournerait jamais le dos à un élève en détresse émotionnelle, quelles que soient les menaces de ses parents. Quant à son mari, Élodie lâcha une vérité qui frappa Chloé comme une gifle invisible. Elle n'avait aucune envie de récupérer un homme qu'elle avait déjà relégué à son passé. Un homme qui avait prouvé sa lâcheté bien avant qu'il ne rejoigne les rangs de la haute société. Élodie lui montra la porte, exigeant avec une autorité absolue qu'elle quitte son bureau immédiatement et la menaçant, à son tour, de contacter les services de protection de l'enfance si elle assistait encore une fois à une scène de violence psychologique publique envers Léo, comme la veille au soir. Chloé resta bouche bée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Habituée à voir le monde ramper à ses pieds, elle se heurtait à un mur d'acier. Elle fulmina, bredouilla une insulte étouffée, pivota sur elle-même et quitta le bureau en claquant la porte avec une telle violence que les cadres sur les murs en tremblèrent. Le silence retomba. Élodie se laissa tomber dans son fauteuil. La guerre était déclarée. Chloé allait frapper, et elle frapperait fort. Mais alors que la tempête menaçait de tout détruire, Élodie songea au petit soleil jaune dessiné dans un carnet. Elle savait qu'elle se battrait jusqu'au bout, non pas pour l'homme qui l'avait brisé, mais pour l'enfant qui essayait de survivre dans les décombres de leur mariage.
L'hiver s'abattit sur la ville avec une violence soudaine, recouvrant les rues d'un manteau de givre et plongeant les fins d'après-midi dans une obscurité précoce. Les jours qui suivirent l'altercation dans le bureau d'Élodie furent marqués par une tension irrespirable, un silence lourd de menaces qui précédait inévitablement l'orage. Dans la somptueuse demeure des Lemaire, ce silence avait pris la forme d'une guerre froide. La maison, avec ses immenses baies vitrées et ses sols en marbre de Carrare, ressemblait plus que jamais à un mausolée glacial. Alexandre évitait Chloé autant que possible, s'enfermant dans son bureau, noyé dans des dossiers qu'il ne lisait même pas. Son esprit était hanté par le regard inflexible d'Élodie et par la terreur muette qu'il lisait quotidiennement dans les yeux de son fils. Il arrive un moment dans la vie où l'âme humaine, étouffée sous le poids de ses propres mensonges, atteint son point de rupture. On peut ignorer la vérité pendant des années, la recouvrir de soie et de diamants, mais elle finit toujours par remonter à la surface, brûlante et destructrice. Le point de rupture d'Alexandre survint un jeudi soir. Une tempête de pluie et de vent balayait la ville. Le vent hurlait contre les vitres de la villa. Dans le grand salon, Chloé, un verre de cognac à la main, arpentait la pièce avec la fureur d'une lionne en cage. Elle venait d'apprendre, par un membre du conseil d'administration de l'école qu'elle avait tenté de soudoyer, qu'Élodie avait officiellement déposé un rapport de signalement interne concernant le bien-être psychologique de Léo, la bloquant ainsi dans toute tentative de retirer l'enfant de l'établissement sans déclencher une enquête sociale. La directrice l'avait devancé. Elle avait protégé l'enfant en utilisant les propres règles du système que Chloé croyait contrôler. Lorsqu'Alexandre descendit l'escalier, le visage fatigué, Chloé explosa. Sa voix, d'ordinaire si bien modulée pour les salons mondains, se brisa dans un cri strident qui résonna jusqu'aux étages supérieurs. Elle lui jeta le rapport imprimé au visage. Les feuilles volèrent dans les airs avant de retomber pitoyablement sur le tapis persan. Elle hurla qu'il était un lâche, qu'il laissait une misérable employée de classe moyenne détruire leur réputation. Elle exigea, avec une violence psychologique inouïe, qu'il ruine cette femme, qu'il utilise ses avocats, son argent, ses relations pour faire radier Élodie de l'éducation nationale. Alexandre s'arrêta au bas des marches. Il regarda les feuilles éparpillées, puis leva lentement les yeux vers la femme qu'il avait épousée. Pour la première fois depuis 5 ans, le voile de l'illusion se déchira complètement. Il ne vit plus l'héritière prestigieuse ni la clé de son succès. Il vit une coquille vide, rongée par la vanité et la méchanceté pure. D'une voix sourde, presque effrayante de calme, il refusa. Il lui dit que pour la première fois de sa vie, quelqu'un se souciait réellement de leur fils, et que cette personne n'était ni lui, ni elle. Ce fut la phrase de trop. Blessée dans son orgueil démesuré, Chloé perdit le contrôle. Les mots qui franchirent ses lèvres, empoisonnés par la haine, allaient sceller leur destin à tous. Elle rit d'un rire jaune, cruel. Elle lui cracha au visage qu'il était pathétique de s'accrocher à cette image de la famille parfaite. Elle avoua, sans la moindre once de remords, qu'elle n'avait jamais voulu d'enfant. Que Léo n'était qu'une clause non écrite de leur contrat de mariage, un héritier nécessaire pour rassurer les actionnaires de son père et consolider leur empire immobilier. Elle ajouta que l'enfant l'insupportait, qu'il était faible, geignard, et qu'il lui rappelait constamment la médiocrité qu'Alexandre portait en lui avant qu'elle ne le sauve de sa vie misérable avec cette petite enseignante insignifiante. La respiration d'Alexandre s'arrêta. L'air sembla se vitrifier autour de lui. Chaque mot de Chloé était un coup de poignard enfoncé avec une précision diabolique. Mais elle n'avait pas terminé. Ivresse de la colère, ou volonté de détruire complètement ce qu'il restait de son mari, elle s'approcha de lui, le regard fou. Elle lui demanda s'il croyait vraiment que sa rupture avec Élodie, il y a 5 ans,
s'était faite si naturellement. Elle savoura la stupeur qui figeait les traits d'Alexandre, avant de révéler son secret le plus sombre. Elle avoua que lors de cette fameuse soirée, alors qu'Alexandre hésitait encore à quitter Élodie, c'était elle, Chloé, qui avait envoyé un détective privé pour menacer le propriétaire du petit appartement d'Élodie. C'était elle qui avait fait en sorte qu'Élodie se retrouve à la rue le lendemain de leur rupture, sans un sou, s'assurant ainsi que la jeune femme, brisée et humiliée, coupe tout contact et disparaisse à jamais de leur paysage. Elle avait acheté son silence et son exil. Le monde d'Alexandre s'effondra en une fraction de seconde. Les fondations mêmes de sa réalité venaient d'être pulvérisées. L'empire qu'il avait bâti reposait sur un mensonge d'une cruauté absolue. Il avait abandonné la femme qu'il aimait, croyant la laisser dans une tristesse passagère, alors qu'en réalité, il l'avait livrée en pâture à un monstre qui l'avait méthodiquement broyé. Le dégoût qu'il ressentit, une nausée violente et vertigineuse, menaça de le faire s'écrouler. Mais le plus grand drame ne se jouait pas entre les deux adultes. Dans l'ombre du couloir du premier étage, caché derrière la lourde balustrade en fer forgé, un petit garçon en pyjama tremblait de tous ses membres. Léo avait tout entendu. Les mots de sa mère. « Je n'ai jamais voulu de lui. Il est faible. Un héritier nécessaire. » Les enfants ont une capacité terrifiante à absorber la toxicité de leur environnement. Ils ne comprennent pas toujours les nuances des affaires ou les intrigues des adultes, mais ils comprennent le désamour avec une clarté déchirante. Léo se recula lentement, le visage inondé de larmes silencieuses. Son petit cœur d'enfant venait de se briser en 1000 morceaux. Il n'était rien. Il n'était pas aimé. Sa propre mère le détestait. Poussé par un instinct de survie primaire, la nécessité absolue de fuir cette maison de cauchemar, l'enfant courut sans bruit vers sa chambre. Il n'enfila même pas de manteau. Il prit seulement ses baskets, attrapa son petit carnet à dessin et se glissa par l'escalier de service, celui que le personnel utilisait. Il ouvrit la lourde porte de la cuisine qui donnait sur les jardins. La tempête l'accueillit avec une violence inouïe. La pluie glaciale trempa instantanément son pyjama en coton. Le vent le bouscula, mais Léo ne s'arrêta pas. Il courut à travers la pelouse détrempée, escalada le petit muret du fond du jardin qui donnait sur une rue adjacente et disparut dans la nuit noire. Il ne savait pas où il allait, son esprit embrouillé par le chagrin et la panique. Il courait simplement pour échapper à la voix de sa mère qui résonnait encore dans sa tête. Mais instinctivement, comme un oiseau blessé cherchant son nid, ses petits pas le guidèrent vers la seule lueur d'humanité qu'il avait connue ces dernières semaines. À l'autre bout de la ville, l'Académie des Cèdres était plongée dans le silence. Presque toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception de celle du bureau d'Élodie. Elle était restée tard, tentant de finaliser des dossiers de bourse, mais son esprit refusait de se concentrer. Le bruit de la pluie frappant les immenses fenêtres à meneaux agissait sur elle comme un métronome oppressant. Elle repensait à l'altercation avec Chloé. Elle repensait à la vulnérabilité d'Alexandre dans la bibliothèque. Elle se sentait épuisée, vidée. Soudain, le téléphone interne de son bureau grésilla. C'était le gardien de nuit. Sa voix, d'ordinaire calme, trahissait une pointe d'inquiétude. Il lui signalait avoir vu une petite silhouette se faufiler par la grille arrière du parc, celle près du Grand Cèdre, mais avec la tempête, les caméras étaient floues. Il lui demandait de rester enfermé le temps qu'il aille vérifier. L'instinct d'Élodie, cette intuition viscérale qui ne la trompait jamais, s'activa instantanément. Son cœur rata un battement. Une image s'imposa à son esprit avec la force d'une hallucination. Un petit garçon solitaire, dessinant sous un arbre. Elle ne réfléchit pas. Elle attrapa son lourd manteau de laine sur le porte-manteau, ignora les consignes du gardien, prit une lampe torche dans son tiroir et dévala les escaliers de l'administration. Lorsqu'elle poussa les lourdes portes doubles donnant sur la cour,
Le vent faillit la renverser. La pluie la gifla avec violence. Elle alluma sa lampe de poche, le faisceau lumineux balayant misérablement l'obscurité. Elle courut à travers la cour détrempée, ses talons s'enfonçant dans la boue des parterres. Elle se dirigea droit vers l'immense cèdre centenaire. Il n'y avait rien. L'angoisse lui serra la gorge. Elle balaya l'espace autour de l'arbre, la vieille serre abandonnée un peu plus loin, les bancs de pierre. C'est alors qu'elle l'entendit. À peine perceptible sous le fracas de l'orage. Un petit hoquet, un sanglot étouffé. Elle dirigea le faisceau vers le creux des immenses racines du cèdre, là où les branches basses formaient une sorte de petite caverne naturelle. Léo était là. Il était recroquevillé sur lui-même, les genoux ramenés contre sa poitrine, son petit corps secoué par des spasmes de froid et de pleurs incontrôlables. Son pyjama était trempé, collé à sa peau, couvert de boue. Ses lèvres étaient beaux bleues, et il serrait désespérément son carnet à dessin contre lui, comme si c'était la seule chose qui le rattachait encore au monde. Élodie laissa échapper un cri étouffé. Elle jeta sa lampe torche dans l'herbe et se laissa tomber à genoux dans la boue. Elle ne se souciait ni du froid, ni de la pluie, ni de ses vêtements. Elle l'appela par son prénom, la voix brisée par l'émotion. Elle retira précipitamment son lourd manteau de laine sec et en enveloppa l'enfant tremblant. Léo, lorsqu'il reconnut son parfum, lorsqu'il sentit la chaleur de ses bras se refermer sur lui, cessa de lutter. Il s'effondra complètement contre elle, enfouissant son visage glacé dans le cou de la directrice, éclatant en sanglots déchirants, des sanglots qui racontaient de l'histoire d'un cœur brisé, bien trop tôt. Il n'y a pas de mots pour décrire la puissance de ce moment. C'était la rencontre de deux âmes blessées. Élodie, l'éternelle résiliente, berçant l'enfant de l'homme qui l'avait détruite, lui offrant la protection maternelle que sa propre mère lui refusait. Elle le souleva de terre, le serrant contre sa poitrine avec une force protectrice féroce, et courut vers l'entrée du bâtiment, priant pour qu'il ne tombe pas en hypothermie. Pendant ce temps, dans la maison des Lemaire, l'enfer s'était déchaîné. Après avoir encaissé les révélations immondes de Chloé, Alexandre avait ressenti le besoin viscéral de voir son fils, de s'assurer qu'il allait bien, de le prendre dans ses bras et de lui promettre que tout allait changer. Lorsqu'il avait ouvert la porte de la chambre de Léo et trouvé le lit vide, la couette jetée au sol et la fenêtre entr'ouverte battant sous le vent, son sang s'était glacé dans ses veines. La panique, une terreur pure et animale, l'avait envahi. Il avait hurlé le nom de l'enfant, fouillé la maison de fond en comble. Chloé, réalisant la disparition, avait d'abord pesté contre les caprices du garçon avant de comprendre la gravité de la situation. Alexandre n'avait pas attendu la police. Guidé par l'instinct paternel qu'il venait tout juste d'accepter, il savait, avec une certitude absolue, où Léo était parti se réfugier. La seule forteresse où il se sentait en sécurité. L'école, auprès d'elle. Les pneus de sa puissante voiture de sport avaient crissé sur l'asphalte mouillé lorsqu'il avait démarré en trombe, ignorant les feux rouges, roulant à tombeau ouvert sous le déluge, suivi de près par la voiture de Chloé, qui craignait plus le scandale d'une disparition que la sécurité de son enfant. Lorsqu'Alexandre freina violemment devant les grilles de l'Académie des Cèdres, il vit l'ambulance qui venait tout juste d'arriver. Gyrophare tournoyant, appelé par le gardien de nuit. Son cœur cessa de battre. Il sauta de la voiture avant même que le moteur ne soit coupé et courut vers les portes principales, les poussant à la volée. Le spectacle qui s'offrit à lui dans le grand hall d'entrée le figea sur place, le brisant définitivement. Dans la lumière crue des néons de secours, assis sur un des larges canapés de cuir, Léo était enveloppé dans une grande couverture de survie dorée, séchée et réchauffée par les ambulanciers. Et assise juste à côté de lui, tenant fermement ses deux petites mains dans les siennes, se trouvait Élodie. Elle était dans un état pitoyable. Ses cheveux étaient trempés,
collé à son visage. Son chemisier de soie était maculé de boue, ses collants déchirés. Elle tremblait légèrement de froid, mais son regard, fixé sur l'enfant, était d'une tendresse et d'une solidité inébranlables. Elle lui murmurait des paroles apaisantes, ignorant les agitations autour d'elle. Léo ne la quittait pas des yeux, accroché à elle comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Alexandre s'avança, le pas chancelant, incapable de retenir les larmes qui dévalaient désormais librement sur ses joues. La vérité éclate toujours dans les moments de plus grande vulnérabilité. En regardant cette femme, la femme qu'il avait abandonnée pour la richesse, risqué sa santé et sa position pour sauver son fils, Alexandre prit la pleine mesure du monstre qu'il était devenu. Il avait cherché l'or, et il avait jeté le diamant. Il s'agenouilla lourdement sur le sol de marbre, juste devant le canapé. Léo tressaillit en voyant son père, et se recula instinctivement contre l'épaule d'Élodie, un mouvement de recul qui fut pour Alexandre la pire des punitions. La voix d'Alexandre n'était qu'un murmure misérable, déchiré par les sanglots. Il demanda pardon. Il demanda pardon à son fils, les mains tremblantes posées sur les genoux couverts par la couverture dorée. Élodie leva les yeux vers lui. Son regard n'était plus glacial ni empreint de colère. Il était empli d'une immense tristesse, la fatigue d'une âme qui a vu trop de souffrance. Elle ne dit rien. Son silence était le miroir dans lequel Alexandre devait observer les ravages de ses propres choix. Le fracas de la porte d'entrée s'ouvrant avec violence brisa cet instant de grâce précaire. Chloé fit irruption dans le hall. Ses talons claquaient sur le sol. Elle était trempée, furieuse, les traits déformés par la colère et l'humiliation. Elle ignora totalement les ambulanciers, balaya Élodie d'un regard méprisant et s'avança vers son fils avec l'intention de l'arracher de là. D'une voix stridente, elle ordonna à Léo de se lever immédiatement, hurlant qu'il l'avait ridiculisé, qu'il allait payer pour cette fugue misérable et qu'il rentrait à la maison à l'instant même. Elle tendit une main agressive vers le petit garçon. Léo poussa un cri de terreur et s'enfouit sous la veste d'Élodie, ses petites mains agrippant le tissu de la directrice avec l'énergie du désespoir. Élodie se dressa instantanément, faisant rempart de son propre corps entre la mère et l'enfant, les yeux flamboyants de rage protectrice. Mais avant même qu'Élodie n'ait pu prononcer un mot, une main puissante s'abattit sur le poignet de Chloé, la stoppant net. C'était Alexandre. Il s'était relevé avec une vivacité foudroyante. L'homme brisé et pleurnichard venait de disparaître. À sa place se tenait un père, enfin réveillé, prêt à détruire le monde entier pour protéger sa progéniture. La prise de ses doigts sur le poignet de sa femme était d'une force implacable, à la limite de la douleur. Il la repoussa violemment en arrière. Le regard qu'il posa sur Chloé était d'une froideur absolue, la froideur d'un exécuteur testamentaire qui vient de signer un arrêt de mort. Devant les ambulanciers muets, devant le gardien de nuit, et surtout, devant Élodie, la justice émotionnelle s'abattit enfin, implacable et nécessaire. La voix d'Alexandre résonna dans le hall, grave, définitive, tranchante comme une lame d'acier. Il lui interdit de s'approcher de l'enfant. Il prononça chaque mot avec une lenteur calculée, annonçant que c'était terminé. Il déclara publiquement, brisant le silence de 5 années de soumission à la tyrannie de cette femme, qu'il demandait le divorce dès le lendemain matin, qu'il emmenait Léo, que ses avocats s'occuperaient de la ruiner si elle osait s'approcher à moins de 100 mètres d'eux, et qu'il ferait éclater au grand jour la vérité sur ses manipulations, sur les pots de vin, sur le détective privé engagé il y a 5 ans, sur les menaces proférées contre Élodie. Chloé blêmit, le choc de voir son pantin se rebeller, de voir son empire de terreur s'effondrer en quelques secondes, lui coupa le souffle. Elle recula, chancelante, réalisant soudain que la fortune de son père ne suffirait pas à la protéger du scandale qu'Alexandre était prêt à déclencher. Elle chercha une réplique,
une menace, mais il n'y avait plus rien. Alexandre l'avait dépouillé de son pouvoir. Il s'était affranchi. Il lui montra la porte, d'un geste sec, lui ordonnant de disparaître de sa vue. Chloé, humiliée, terrifiée par les regards réprobateurs des témoins présents, ramassa le peu de dignité superficielle qui lui restait. Elle pivota sur elle-même et s'enfuit dans la nuit noire, fuyant la scène de son propre désastre moral. Le lourd silence retomba dans le hall de l'Académie, seulement troublé par le bruit lointain du tonnerre. Alexandre se retourna lentement vers le canapé. Ses épaules s'affaissèrent soudainement. L'adrénaline redescendait, le laissant exsangue. Il tomba à genoux, une seconde fois, devant Élodie et son fils. Il ne restait plus rien du milliardaire arrogant, de l'homme d'affaires impitoyable. Il n'y avait plus qu'un homme dévasté, dénudé de ses artifices, pleurant toutes les larmes de son corps, demandant silencieusement l'aumône d'un pardon qu'il savait ne pas mériter. Il regarda Élodie. Ses yeux imploraient, non pas un retour amoureux, mais simplement l'absolution. Il lui avoua qu'il venait d'apprendre la vérité sur son expulsion, sur les machinations de Chloé 5 ans plus tôt. Il murmura, la voix étranglée, qu'il ne savait pas, qu'il était un lâche de l'avoir abandonnée, mais qu'il n'aurait jamais toléré qu'on la détruise ainsi. Élodie l'écouta en silence. Les révélations de la cruauté de Chloé auraient dû la surprendre, mais au fond d'elle-même, elle savait que le mal trouve toujours un chemin pour s'infiltrer quand on lui ouvre la porte. Cependant, la vérité ne répare pas la porcelaine brisée. Savoir pourquoi la trahison a eu lieu n'efface pas les 5 années de solitude, les nuits de cauchemar et le travail titanesque de reconstruction. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle. Elle ressentit une immense fatigue, mais aussi, pour la première fois, une forme de paix. La boucle était bouclée. La vérité était faite. Elle n'était plus la victime collatérale d'une ambition dévorante. Elle était la gardienne de cet enfant, et elle était la reine de sa propre vie. D'une voix douce, empreinte d'une profonde sagesse thérapeutique, elle s'adressa à lui. Elle lui dit que le passé ne lui appartenait plus, que les larmes d'aujourd'hui n'effaceraient pas les cicatrices d'hier. Elle lui refusa le pardon facile et miraculeux qu'il espérait peut-être secrètement. Mais elle fit autre chose, quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle prit délicatement la main du petit Léo, qui s'était calmé sous l'effet des paroles de son père, et elle guida cette toute petite main pour la poser sur la joue mouillée d'Alexandre. Elle regarda le milliardaire déchu dans les yeux, et avec une clarté absolue, elle lui intima de ne pas se racheter auprès d'elle. Elle lui ordonna de se racheter auprès de lui, de devenir le père que cet enfant méritait, de lui construire un monde non pas fait de billets de banque et de silence, mais de présence, de rire et de protection. Alexandre ferma les yeux, retenant la petite main de son fils contre sa joue, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il pleura de gratitude. La justice émotionnelle avait eu lieu. Les masques étaient tombés. Le chemin de la rédemption s'ouvrait enfin devant lui. Un chemin long, difficile, escarpé, mais qui était le seul menant à la véritable lumière. Et tout cela, grâce à la femme qu'il avait cru détruire, et qui, dans son immense bonté, venait de sauver sa propre âme en sauvant celle de son fils. Il y a une croyance populaire, souvent répétée comme une formule magique, qui voudrait que le temps finisse par tout effacer, que les blessures se referment d'elles-mêmes simplement parce que les jours succèdent aux nuits. Mais c'est une illusion. Le temps, à lui seul, ne guérit absolument rien. Il se contente de passer. Ce qui guérit l'âme humaine, ce sont les choix que nous faisons avec le temps qui nous est imparti. C'est le courage de regarder nos cicatrices en face, de pardonner l'impardonnable et d'accepter que la plus belle des mosaïques est souvent faite de morceaux brisés que l'on a patiemment recollés. Parfois, nous devons tout perdre, voir notre monde s'effondrer jusqu'à la dernière pierre,
pour enfin comprendre ce qui avait une véritable valeur. Les mois qui suivirent la nuit de la tempête furent pour Alexandre une longue descente aux enfers financiers, doublée d'une résurrection spirituelle fulgurante. Le divorce d'avec Chloé fut un carnage médiatique et juridique. Blessée dans son orgueil, l'héritière tint parole. Elle déploya une armée d'avocats redoutables, déterminés à le saigner à blanc. Elle utilisa l'influence de son père pour geler les actifs d'Alexandre, faire chuter les actions de son entreprise immobilière et ternir sa réputation dans tous les cercles mondains de la capitale. Et pourtant, à la stupeur générale de ses anciens associés et de la presse à scandale, Alexandre ne riposta pas. Il ne chercha pas à protéger son empire financier. Il ne se battit ni pour la somptueuse villa de marbre, ni pour les voitures de sport, ni pour les comptes offshore. Lors des réunions de conciliation, face à une Chloé hurlante de rage, il restait d'un calme absolu, presque serein. Il n'avait posé qu'une seule et unique condition, non négociable, écrite en lettres de sang sur les accords de divorce: la garde exclusive et totale de Léo. Pour obtenir ce droit fondamental, pour arracher son fils aux griffes d'une mère toxique qui ne voyait en lui qu'un trophée encombrant, Alexandre sacrifia volontairement près de 80% de sa fortune. Il laissa Chloé repartir avec l'or, les propriétés et l'illusion de la victoire. Lorsqu'il signa les papiers définitifs, un matin glacial de février, il posa le stylo sur le lourd bureau de chêne de l'avocat, se leva et ressentit une sensation qu'il n'avait plus éprouvée depuis plus de 5 ans. Il respirait. L'air n'avait jamais été aussi pur. Il n'était plus le pantin de personne. Il était libre. Il avait échangé un empire de béton contre la chance de sauver la seule vie qui comptait réellement. Le printemps s'installa sur la ville avec une douceur hésitante, peignant les arbres de l'Académie des Cèdres, de petits bourgeons d'un vert tendre. À l'intérieur des murs protecteurs de l'école, une métamorphose tout aussi délicate s'opérait. Léo florissait, lentement, prudemment, comme une petite plante qui a été privée de lumière pendant trop longtemps et qui ose enfin tourner ses feuilles vers le soleil. Le petit garçon silencieux et terrorisé de l'automne laissait place à un enfant plus serein. Il avait commencé à parler aux autres élèves. Il ne s'isolait plus sur le banc de pierre pendant les récréations. Ses dessins, autrefois noircis de traits violents et de maisons sans fenêtres, s'étaient remplis de couleurs vives, de cieux bleus et d'animaux maladroits. Élodie observait cette transformation depuis la fenêtre de son bureau, le cœur empli d'une joie silencieuse et profonde. C'était pour cela qu'elle faisait ce métier. C'était sa véritable richesse. Mais ce qui troublait le plus la directrice, ce qui remettait en question toutes les barrières émotionnelles qu'elle avait si rigoureusement construites, c'était d'observer le père de l'enfant. Alexandre avait radicalement changé de vie. Il avait emménagé avec Léo dans un appartement beaucoup plus modeste, dans un quartier calme et verdoyant, loin des dorures du centre-ville. Il conduisait désormais une berline familiale tout à fait ordinaire. Mais le changement le plus bouleversant ne résidait pas dans ses possessions matérielles. Il résidait dans sa présence. Lui qui, autrefois, déléguait l'éducation de son fils à une armée de nourrices, était devenu omniprésent. Chaque matin, c'était lui qui accompagnait Léo jusqu'aux grilles de l'école. Il ne portait plus de costume 3 pièces strictes, mais des pantalons en toile confortable et des pulls en cachemire aux manches souvent retroussées. Élodie remarquait les petits détails. La façon dont Alexandre s'accroupissait sur le trottoir pour réajuster le cartable de Léo. La manière dont il prenait le temps de lisser les cheveux du petit garçon avant de l'embrasser sur le front. Elle voyait la patience infinie avec laquelle il écoutait Léo raconter une histoire interminable sur un insecte trouvé sur le chemin sans jamais regarder sa montre ou son téléphone portable. L'homme arrogant et pressé avait disparu, dévoré par le feu de la rédemption, laissant place à un père attentif, vulnérable, qui réapprenait les bases mêmes de l'humanité. Pendant des mois,
Alexandre et Élodie ne s'adressèrent la parole que dans le cadre strictement professionnel. Ils respectaient la distance qu'elle avait imposée la nuit de la tempête avec une rigueur monacale. Ils ne tentaient aucune approche, ne cherchaient pas à s'immiscer dans sa vie privée. Lors des réunions parents-professeurs, ils s'asseyaient au premier rang, écoutant religieusement les conseils des enseignants, prenant des notes sur un petit carnet. Mais leurs regards, parfois, se croisaient par hasard au-dessus de la cour de récréation ou dans le tumulte du hall d'entrée. Et dans ces fractions de secondes suspendues dans le temps, Élodie ne voyait plus la lâche trahison du passé. Elle voyait la sincérité d'un repentir silencieux. L'amour véritable, lorsqu'il a été brisé par la trahison, ne renaît jamais de ses cendres par de grandes déclarations enflammées ou des gestes théâtraux. Il renaît dans la constance. Il renaît lorsque la confiance est rebâtie, brique par brique, par des actes quotidiens de dévouement et d'honnêteté. La forteresse de glace qui entourait le cœur d'Élodie commença à fondre, goutte à goutte, non pas à cause des mots d'Alexandre, mais grâce à ses silences, grâce au respect infini qu'il lui portait désormais. Le tournant décisif eut lieu à la fin du mois de mai, lors de la kermesse annuelle de l'école. C'était une journée baignée d'un soleil éclatant, où l'air résonnait de musique joyeuse, de rires d'enfants et de l'odeur sucrée de la barbe à papa. L'académie avait ouvert ses portes aux familles pour une grande fête en plein air. Élodie déambulait entre les stands, vêtue d'une robe printanière légère, l'esprit détendu. L'année scolaire touchait à sa fin, une année qui avait été émotionnellement éprouvante, mais victorieuse. Alors qu'elle s'approchait de l'ère des jeux en bois, elle s'arrêta net, un sourire involontaire étirant ses lèvres. Derrière le stand de crêpes, tablier noué maladroitement autour de la taille, se tenait l'ancien magnate de l'immobilier, l'homme qui terrorisait jadis les conseils d'administration de tout le pays. Alexandre tentait désespérément de retourner une crêpe à l'aide d'une spatule en bois, le visage concentré, le front perlé de sueur. Il avait de la pâte sur le menton et une trace blanche de farine sur la joue droite. Léo était à côté de lui, tenant la caisse remplie de fausses monnaies de la kermesse, riant aux éclats face aux maladresses culinaires de son père. C'était un rire clair, cristallin, le rire d'un enfant qui se sent profondément en sécurité, profondément aimé. La scène était d'une simplicité bouleversante. C'était le tableau d'une victoire absolue sur le cynisme et l'égoïsme. Alexandre releva la tête et croisa le regard d'Élodie. Il se figea un instant, conscient de son allure ridicule avec son tablier fleuri et son visage enfariné. Il aurait pu se sentir humilié, lui qui accordait jadis tant d'importance à son image publique. Mais au lieu de cela, un immense éclat de rire s'échappa de sa poitrine. Un rire franc, sincère, libérateur. Élodie sentit une chaleur familière envahir son estomac. Elle s'avança vers le stand, ses yeux brillants d'une douceur qu'elle ne cherchait plus à cacher. Elle s'arrêta devant lui, séparée seulement par le comptoir de bois improvisé. D'une voix taquine, empreinte d'une complicité qu'il n'avait pas partagée depuis une éternité, elle lui fit remarquer que ses talents de crépier étaient sérieusement à revoir et que la réputation culinaire de l'Académie était en danger. Alexandre soutint son regard. L'atmosphère autour d'eux sembla soudain s'apaiser, comme si le bruit de la kermesse s'était estompé pour ne laisser place qu'au murmure du vent dans les feuilles du grand cèdre. Il prit un torchon pour essuyer ses mains, son sourire s'adoucissant pour laisser place à une tendresse infinie. Il murmura, la voix légèrement éraillée, qu'il apprenait tous les jours, et que, bien que la pâte soit imparfaite et la cuisson douteuse, il n'avait jamais été aussi heureux de toute son existence. Il ne parlait pas de crêpes, et Élodie le savait parfaitement. Il parlait de sa vie. Il parlait de l'homme qu'il s'efforçait de devenir. Pour la première fois depuis la nuit tragique de la rupture, Élodie leva la main de son plein gré. D'un geste d'une intimité bouleversante,
elle effleura la joue d'Alexandre du bout des doigts pour essuyer la trace de farine. Le contact fut électrique. Alexandre retint son souffle, fermant les yeux une fraction de seconde, accueillant cette caresse inespérée comme un miracle. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait des larmes de gratitude qui brillaient au fond de ses prunelles sombres. Ce petit geste, si simple en apparence, était l'acte de pardon le plus puissant qu'elle pouvait lui offrir. Il signifiait l'abandon de la rancœur. Il signifiait que les dettes du passé étaient enfin réglées, effacées par le dévouement du présent. Le temps reprit son cours, plus lent, plus sage. L'année scolaire s'acheva, et les grandes vacances séparèrent temporairement l'univers de l'école de la vie privée des familles. Mais à la fin du mois d'août, quelques jours avant la rentrée, Élodie reçut une lettre manuscrite à son bureau. L'écriture d'Alexandre était ferme et élégante. Il ne demandait rien. Il ne s'imposait pas. Il lui écrivait simplement pour la remercier une dernière fois. Il lui disait que grâce à son courage, face à Chloé et face à lui-même, il avait eu la chance inouïe de sauver son enfant et de retrouver son âme. Il concluait la lettre en lui avouant que, s'il devait passer le reste de ses jours seul, il le ferait avec le cœur en paix, car elle lui avait montré ce que signifiait réellement aimer quelqu'un de manière désintéressée. Élodie lut la lettre 3 fois. Les mots résonnaient en elle avec une justesse parfaite. La vérité est que le pardon n'oblige pas à la réconciliation. On peut pardonner à quelqu'un et choisir de poursuivre sa route séparément. Élodie aurait pu s'arrêter là, satisfaite d'avoir guéri ses propres blessures et remis un homme sur le droit chemin. Mais le cœur humain est un mystère merveilleux, capable de résurrection. En regardant l'écriture sur le papier, Élodie réalisa qu'elle ne voulait pas s'arrêter là. L'homme qui avait écrit ces lignes n'était plus le jeune arriviste qui l'avait abandonné, ni le milliardaire froid qui l'avait méprisé. C'était un homme neuf, forgé dans la douleur et poli par la paternité. C'était un homme digne d'elle. Elle prit son stylo, écrivit quelques mots sur une carte de visite de l'académie, la glissa dans une enveloppe et la fit porter à l'adresse d'Alexandre. Sur la carte, il n'y avait qu'une seule phrase, simple et lumineuse. L'automne approche. Les balades sous la pluie sont toujours plus agréables à deux, si vous êtes prêt à marcher à mon rythme. La reconstruction d'un amour brisé ne ressemble jamais au premier chapitre d'une romance naïve. Elle est lente. Elle est parsemée d'hésitations, de conversations profondes murmurées au crépuscule, de peurs à apprivoiser et de vulnérabilité à partager. Leur première véritable sortie ne se fit pas dans un grand restaurant étoilé, mais sur un banc de parc, avec 2 cafés dans des gobelets en carton, pendant que Léo jouait sur les balançoires un peu plus loin. Ils parlèrent pendant des heures, non pas de leur passé douloureux, qu'ils avaient définitivement scellé, mais de leurs espoirs pour l'avenir. Alexandre écoutait Élodie avec une fascination totale, buvant ses paroles, s'émerveillant de la profondeur de sa sagesse, regrettant amèrement de n'avoir pas su voir cette lumière des années auparavant, mais profondément reconnaissant d'avoir une seconde chance de s'y baigner. Les mois devinrent des années. Le temps, cette fois-ci invité comme un allié précieux, tissa entre eux un lien d'une solidité indestructible. Le drame mondain, les milliards volatilisés, l'ombre toxique de Chloé, tout cela avait fini par disparaître dans le brouillard des souvenirs lointains, comme un mauvais rêve dont on se réveille enfin. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce fameux soir de tempête où un petit garçon terrifié s'était réfugié sous un cèdre centenaire. La lumière d'un dimanche matin d'octobre baignait le salon d'une belle maison en meulière, située dans une banlieue paisible, bordée d'arbres matures. C'était une maison vivante, où le parquet portait les marques des courses effrénées et où les murs étaient couverts de cadres remplis de photos de vacances à la mer, de diplômes scolaires et de dessins d'enfants encadrés avec soin. Dans la cuisine chaleureuse, qui sentait bon le café fraîchement moulu et le pain grillé,
Élodie était assise à la table en bois massif. Elle portait un gros pull en laine confortable, les cheveux négligemment relevés, une tasse fumante entre les mains. Ses yeux, libres de toute ombre du passé, rayonnaient d'une paix absolue. Face à elle, près des fourneaux, Alexandre fredonnait doucement une chanson à la radio, tout en surveillant la cuisson d'une omelette. Ses cheveux étaient désormais très légèrement grisonnants sur les tempes, lui donnant une aura de maturité rassurante. Il ne portait plus de montre hors de prix, simplement une petite alliance en or blanc, discrète, à son annulaire gauche. Soudain, un bruit de pas précipités se fit entendre dans l'escalier. Léo, désormais âgé de 9 ans, déboula dans la cuisine avec l'énergie inépuisable propre à son âge. Il avait grandi. Ses épaules s'étaient élargies. Son visage s'était ouvert. La mélancolie qui voilait autrefois son regard avait totalement disparu, remplacée par la malice et la joie de vivre d'un enfant qui sait, au plus profond de son être, qu'il est le centre de l'univers de ses parents. Il embrassa sa mère sur la joue avec effusion, puis fila vers Alexandre, sautant presque sur son dos pour observer la préparation du petit déjeuner, réclamant avec impatience de pouvoir l'aider à retourner l'omelette, se moquant tendrement des exploits culinaires passés de son père. Alexandre rit de bon cœur, posa sa main sur les cheveux ébouriffés de son fils avec une affection infinie, puis tourna la tête vers la table. Son regard croisa celui d'Élodie. Dans cet échange silencieux, au milieu des rires de l'enfant et de la chaleur du foyer familial, passait un millier de mots non prononcés. C'était la reconnaissance silencieuse du miracle qu'ils avaient accompli ensemble. Ils avaient traversé le feu, les larmes et la destruction, pour finalement bâtir le seul empire qui vaille la peine d'être érigé. Un foyer fondé sur la vérité, le pardon et un amour inébranlable. Alexandre s'approcha d'Élodie, se pencha et déposa un baiser doux et prolongé sur ses lèvres. Il lui murmura à l'oreille, pour elle seule, qu'il l'aimait plus que la vie elle-même. Et cette fois, il n'y avait aucun doute, aucune zone d'ombre. C'était la vérité pure et simple d'un homme qui avait enfin trouvé sa vraie place dans ce monde. La vie nous offre parfois des chemins tortueux, semés d'embûches et de chagrins qui semblent insurmontables. Nous perdons notre route, nous faisons des choix désastreux, nous blessons ceux que nous aimons ou nous sommes trahis par ceux à qui nous avions tout donné. Mais tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour réparer ses torts. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon avec sincérité et humilité. Et par-dessus tout, il n'est jamais trop tard pour s'accorder la liberté de pardonner, non pas pour effacer l'histoire, mais pour se donner la permission d'en écrire un nouveau chapitre, beaucoup plus beau. L'or et la réussite matérielle ne sont que des mirages s'ils ne s'accompagnent pas de la paix du cœur. La véritable richesse, celle qui ne s'achète pas, celle qui ne se dévalue jamais à la bourse, c'est cette main qui se tend vers vous dans l'obscurité. C'est ce sourire qui vous accueille le matin. C'est le rire clair d'un enfant qui se sent protégé. C'est la certitude absolue que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes plus jamais seul. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Élodie et d'Alexandre. Une histoire qui nous rappelle que les plus belles résurrections naissent parfois des cendres de nos plus grands échecs, et que l'amour véritable, celui qui a survécu à la tempête, est le seul trésor qui brille pour l'éternité. Si cette histoire de résilience, de pardon et de seconde chance a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite de tout cœur à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires, à raconter comment vous avez su, vous aussi, surmonter les tempêtes de la vie pour trouver votre propre lumière. Et si vous souhaitez continuer à explorer ensemble ces histoires profondes et humaines qui touchent l'âme, abonnez-vous à notre chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et n'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle occasion de réparer son histoire. À très bientôt pour un nouveau récit.